C'est l'histoire d'une pénurie annoncée. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards d'hommes sur Terre. En 2050, nous serons 2 milliards de plus. Si nos habitudes de carnivores ne changent pas, il faudra produire au moins 2 fois plus de viande pour satisfaire la demande mondiale. Or, la planète n'en peut déjà plus. L'élevage est l'activité humaine qui contribue le plus au réchauffement climatique. Il monopolise 30% des terres habitables et absorbe 70% de nos ressources en eau. La monoculture de soja OGM destinée à nourrir le bétail dévaste l'Amérique du Sud avec son cortège de pesticides et de déforestation. Si nous avions survolé cette région il y a 10 ou 15 ans, on n'aurait vu que des forêts. Maintenant, on voit une vraie fracture entre la forêt qui disparaît et les champs de soja. Pour assouvir notre appétit de viande, l'élevage intensif sème derrière lui la misère et la mort. Ce qu'on a découvert, c'est que si l'on vit à moins d'1 kilomètre d'un champ, les enfants ont 2 fois plus de risques de développer des malformations. Alors comment arrêter cette course folle ? Certains appellent à une prise de conscience immédiate. Aujourd'hui, l'Inde et la Chine se mettent à consommer de la viande. Ils n'en mangeaient pas beaucoup. Il y a une demande croissante, ça va coûter cher. Donc il faut se préparer à... Qui va pouvoir manger la viande de demain ? C'est une question d'argent aussi, c'est une question économique. La viande, aujourd'hui, dans nos repères occidentaux, elle est au centre de l'assiette. Alors que ça doit être ça qui doit être au centre de l'assiette. De toute façon, on ne peut pas manger de la viande à chaque repas. C'est impossible, impossible. Nous avons rencontré ceux qui, dans leur cuisine laboratoire, inventent un monde sans viande. Entre nous, on s'appelle les chasseurs de protéines. Au lieu de sacrifier des animaux, on abat des arbres. Scientifiques et industriels, doux rêveurs ou hommes d'affaires éclairés, ils espèrent sauver la planète en investissant dans l'assiette du futur. Je suis sûr que ce marché des substituts de viande pèsera un jour plusieurs dizaines de milliards de dollars. Changer nos habitudes alimentaires, ce n'est plus une affaire de goût, mais une question de survie. La cuisine de demain se prépare dans l'un des temples de nos traditions culinaires, le marché d'Aligre, à Paris. La qualité et le prix. Allons-y, monsieur Van. Depuis plus de 2 siècles, c'est l'un des rendez-vous les plus populaires de la capitale pour les amateurs de bonne chair. On y trouve quelques-unes des boucheries les plus réputées. C'est ici qu'une boutique unique en France vient d'ouvrir, celle d'Isabelle Ben-Simon. Pour faire connaître ses produits, elle organise aujourd'hui une dégustation gratuite. Voilà. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est ? À vous de nous le dire. Allez-y, allez-y. Bon, pas le même, hein. Si. On dirait du poulet. Ce sont des nuggets, oui. Isabelle vient d'ouvrir une boucherie végétarienne. C'est bon, c'est marrant, hein. C'est rigolo. Pour vous, c'était un goût proche de quoi ? Un goût proche de bœuf. Oui. De viande hachée de bœuf. C'est ça. Elle est la première dans le pays à se lancer sur ce créneau, la viande sans viande. Moi, ce que je veux, c'est simplement sensibiliser les gens, leur dire manger plus de légumes, mais avec les codes de la viande, c'est-à-dire la texture, le goût, les fibres, mais voilà, en diversifiant, en mangeant moins, je pense que c'est bien pour tout le monde, en fait, tout simplement. Contribue à sauver la planète, mon chéri. Allez. Manger moins de viande pour sauver la planète. Ce n'est pas seulement un argument commercial. Chaque Français mange en moyenne 80 kg de viande issue de l'élevage intensif par an. Pour nourrir ce bétail,
il faut remplacer 16 mètres carrés de forêt par des cultures fourragères. À l'échelle mondiale, cette consommation est responsable chaque minute de la disparition de plus de 10 hectares de forêt, l'équivalent de 15 terrains de foot. Comment enrayer cette catastrophe annoncée ? Isabelle et son associé Philippe en sont convaincus, la viande sans viande pourrait y contribuer. Ce jour-là, ils se rendent aux Pays-Bas, là où pour eux tout a commencé, lors d'un dîner chez des amis hollandais. Ils nous ont fait goûter ce que nous pensions être du poulet. Et à la fin du repas, ils nous ont dit non, vous ne mangez pas de la viande, vous mangez en fait simplement des végétaux. Et là, on a été bluffés et on s'est dit que c'était une super idée à ramener en France et que ça répondait à un véritable besoin. La viande végétale est née dans cette petite ville du sud de la Hollande. Les deux associés y ont rendez-vous avec leurs fournisseurs. Bonjour, comment allez-vous ? Bienvenue en Hollande. Henk Schouten, le patron, va leur faire visiter pour la première fois l'usine où sont fabriqués leurs produits. C'est ici que sont préparées les escalopes, filets et boulettes, nouvelle génération. C'est comme de la viande avec du fromage à l'intérieur. Et pour réussir ce tour de passe-passe, voilà l'ingrédient sans lequel rien ne serait possible. Le soja. Ça imite la structure et la consistance de la viande. La viande est faite de très petites fibres. Et ça aussi, ce sont des petites fibres. Et quand on les réhydrate, ça devient comme de la viande. Comme du poulet en fait. C'est magique ? Non, c'est pas magique. C'est juste du soja. Du soja, à partir duquel le Hollandais a imaginé une cinquantaine de recettes inspirées de plats traditionnels. La pâte à l'extérieur de ce produit, c'est comme du poulet. Et à l'intérieur, c'est du fromage. Ensuite, on lui donne la forme d'un cordon bleu. La boîte de 2 sera vendue 4,80 €, l'équivalent d'un cordon bleu chez le boucher. C'est vraiment un produit qu'on espère référencer sous peu, tout simplement parce qu'il correspond au goût français des enfants et de beaucoup d'adultes. C'est l'équivalent du cordon bleu sans le jambon, mais avec du fromage. Donc en fait, une escalope de faux poulet fourrée avec du vrai fromage. Je pense que c'est un très bon produit. C'est pour les végétariens, bien sûr. Mais notre cible, c'est aussi ceux qui aiment la viande, mais qui veulent en manger moins, parce que ça améliorera leur santé, le bien-être animal et l'environnement. Ça fait du bien à tout le monde, en fait. Un argumentaire de vente qui a permis aux Hollandais de s'implanter dans 38 pays d'Europe et du Moyen-Orient. En 1991, je fabriquais des aliments pour animaux à base de soja. Et grâce à mon savoir-faire dans le soja, je me suis dit, oui, c'est ça l'avenir, c'est ça que je dois faire. Mais à ce moment-là, je pensais que ça irait plus vite. Ça a pris du temps, 25 ans. Car le consommateur change d'habitude assez lentement. Mais maintenant, ça y est, ça marche. Chez les Schouten, la cuisine expérimentale est une affaire de famille. Dans le laboratoire, c'est le fils du patron qui travaille sur les innovations. Il fait goûter à Isabelle et Philippe sa dernière recette. Essayez ça, c'est très bon. C'est pour le Moyen-Orient. C'est un peu épicé. Mais la texture est vraiment parfaite. Vous voyez ces belles fibres ? En plus, c'est croustillant à l'extérieur. C'est un peu trop épicé pour les Français. Oui, je pense que vous avez raison. Cette texture si proche de celle du poulet, c'est la grande trouvaille des membres de la famille Schouten, leur fierté. Ils l'ont obtenue en assemblant des fibres de soja, de l'amidon, des épices et des arômes. Les propriétés nutritionnelles s'approchent au plus près de celles de la viande. Mais au final, est-ce aussi bon ?
Je pense qu'on pourrait encore améliorer le goût de ce produit pour avoir une meilleure saveur. Car parfois, nos produits ont un petit arrière-goût. Et donc, on essaye de le masquer avec des épices ou d'autres herbes. C'est quoi cet arrière-goût ? C'est comme un arrière-goût de soja. Les nuggets, imitation poulet, à l'arrière-goût de soja, vont-ils envahir nos rayons ? Ils séduiront en tout cas un public en pleine croissance en France, les flexitariens. C'est ainsi que les experts en marketing désignent ceux qui réduisent leur consommation de viande, sans pour autant devenir végétariens. Dans les supermarchés français, de plus en plus de produits leur sont destinés, avec des noms qui évoquent la viande. Saucisse de soja, croque-monsieur de tofu, ou salami aux protéines de blé. Xavier Terlet observe attentivement cette mode. Son métier, dénicheur de tendances pour les entreprises de l'agroalimentaire. Ce jour-là, il est à l'affût dans une supérette bio. Là, ça me semble très intéressant. Je ne sais pas si on l'avait déjà identifié, si nos équipes l'avaient identifié. Xavier Terlet a vu l'offre des magasins spécialisés s'étendre progressivement et les prix baisser. 3 à 5 € la barquette, ce n'est pas plus cher qu'un repas classique. Ça commence vraiment à se développer. C'est un marché aujourd'hui qui est à très fort potentiel. Donc les distributeurs aujourd'hui s'y intéressent. Alors ils y vont doucement parce que c'est vrai que c'est un marché un petit peu compliqué. Il faut voir ce qui peut marcher ou ne pas marcher. Donc là, dans un magasin spécialisé comme ici, c'est normal, même si le rayon est grand pour la taille du magasin, mais c'est normal qu'on ait ce type de référence. Mais gageons que dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans, dans les hypermarchés classiques, on ait le même nombre de références et le même type de produit, c'est évident. Ah, vous pensez ? J'en suis convaincu. Dans son bureau parisien, Xavier Terlet reçoit chaque jour les relevés de ses enquêteurs qui sillonnent les magasins du monde entier. Il les répertorie dans une immense base de données qu'il vend à ses clients. Dans la liste, de plus en plus de fausses viandes. Vous avez énormément de nouveaux produits qui viennent d'apparaître. Ça, ce sont les derniers sortis. Vous voyez que la liste est très très longue dans le monde entier. Et les fabricants ne manquent pas d'imagination. C'est une sélection de substituts qu'on a faite pour un de nos clients tout récemment. Voilà, ça vient des États-Unis et du Canada. C'est un substitut de rôti, vous voyez, avec une farce et le substitut de viande qui est autour. À base de tofu ? À base de tofu, absolument. Là, c'est produit de la mer, vegan crabe. Cake, c'est une préparation de faux crabe pour végétariens. Il n'y a absolument pas 1 gramme de crabe là-dedans. 100% à base de protéines de plantes, de végétales, 23 grammes de protéines. Donc ça veut dire que vous avez votre dose de protéines. Les anglo-saxons fonctionnent beaucoup comme ça, par dose calorique, par dose de protéines, etc., avant même de parler de plaisir. Le plaisir est quasi inexistant sur ce packaging. Donc en France, pour parler au consommateur français, il faut lui parler plaisir. C'est avant tout, avant la dose, avant la protéine, avant ce qu'on veut, c'est le plaisir qui doit être la principale motivation du consommateur. Ah, le goût de la viande. Les Français ont du mal à s'en passer. Et pourtant, ceux qui travaillent sur l'alternative tentent l'impossible pour les convertir. Les plus avancés en la matière sont Bjorg, Sojasun et Céréales Bio. Vous les avez forcément vus en magasin. Sojasun, leader sur le marché, s'est lancé dans le steak de soja il y a une quinzaine d'années. Cette laiterie bretonne a d'abord eu l'idée d'extraire le jus des graines à partir duquel elle a imaginé des yaourts au soja qui l'ont rendu célèbre dans les années 90. C'est aussi à partir de ce jus que sont confectionnés les steaks. Gwenaëlle Joubrel, la nutritionniste, en a imaginé certaines recettes. C'est un produit qui se vend de mieux en mieux. Sur les 2 dernières années, les ventes ont augmenté significativement de plus de 10%. Et encore plus sur début 2015. On sent vraiment que c'est un produit que les consommateurs commencent à adopter dans leur quotidien. Pour faire passer le goût du soja, elle y ajoute des herbes et des tomates. Alors qu'une viande se consomme seule, les protéines végétales doivent être accommodées. Ce jour-là, avec son équipe marketing, ils passent une nouvelle fois à l'épreuve leur dernier produit sorti en début d'année. C'est quand même un peu légèrement sec, moi j'ai trouvé. Et on a sinon une bonne saveur qui est agréable, tomate, un peu sucrée. Le goût de soja est quand même très, très modéré. Donc pour moi c'est conforme, j'ai mis une note de 7. Le steak de soja est un marché de niche.
Mais plus pour longtemps. La nutritionniste en est persuadée. Si on continue à augmenter la consommation de viande à l'échelle mondiale, il n'y aura pas assez de protéines d'origine animale pour les 9 milliards de personnes qui peupleront la planète en 2050. Et demain, il va falloir que l'ensemble des consommateurs se mettent à la consommation de protéines végétales. C'est pas en fournissant des poudres de protéines végétales qu'on va y arriver. Et notre objectif, c'est justement de démontrer que consommer des protéines végétales au travers des produits tels que les produits qu'on vous présente, les boulettes ou les steaks ou le haché, c'est pas si compliqué. Pas facile malgré tout de faire accepter cette petite graine. Le soja, comme alternative à la viande, souffre d'un autre handicap, invisible. Il contient une molécule, l'isoflavone, qui produit dans l'organisme l'effet d'une hormone féminine. Réputée prévenir certains cancers, cette substance peut aussi à très haute dose avoir des effets indésirables sur la santé. En 2005, les autorités sanitaires, alertées sur cette question, ont calculé la limite au-delà de laquelle des phénomènes de toxicité pourraient apparaître chez l'homme et fixé un taux maximal, 1 mg par kilo d'isoflavone. Autrement dit, un enfant de 30 kg ne doit pas en consommer chaque jour plus de 30 mg. Elle recommandait également aux fabricants d'indiquer la teneur en isoflavone des produits. 10 ans plus tard, cette information ne figure toujours pas sur les emballages. C'est ce qui inquiète cette enseignante à l'Université de Bordeaux. On nous parle de soja, plat cuisiné, teneur, protéines, fibres alimentaires, sucre, acides gras, etc. Jus de soja, garantie sans gluten, jus gélifiant. Les isoflavones ne sont pas indiqués sur la boîte. Selon Catherine Benetto-Pellicero, la dose maximale préconisée par les autorités sanitaires peut être atteinte rapidement. Voici le résultat qu'elle obtient après analyse d'un steak de soja, Sojasun. 31, 91. En tout, ça fait quasiment 32 mg d'isoflavone. 32 mg, c'est quand même beaucoup, puisque des compléments alimentaires, il y en a un certain nombre sur le marché qui proposent ce type de dose pour les femmes ménopausées pour les bouffées de chaleur. Donc, par exemple, ici, celui-ci, il nous annonce 2 gélules par jour, un matin et soir, à prendre au moment des repas, soit 35 mg de phytoestrogène naturel par jour. Et donc un steak de soja apporte au moins autant qu'un traitement voilà, pour la ménopause. Pour les bouffées de chaleur. Alors sur une femme, c'est sans doute très intéressant quand elle est ménopausée. Chez l'homme, on a un certain nombre de données dans la littérature qui nous indiquent qu'une forte consommation de soja et d'isoflavone va avoir un effet sur la réduction de la production spermatique. Chez l'enfant, on n'a pas de données. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que les autorités sanitaires françaises et européennes se sont mis d'accord pour considérer que les enfants qui ont des taux d'hormones très faibles ne devraient pas être soumis à des fortes doses d'estrogène. Et là, clairement, on est au-dessus des doses autorisées pour un enfant. Avec un seul steak, un enfant de 30 kg ingérerait donc la dose maximale préconisée. Des chiffres que la nutritionniste de Sojasun conteste. Selon elle, son entreprise est largement en dessous des recommandations. Un steak de soja, en moyenne, c'est de l'ordre de 5 mg d'isoflavone pour 100 g. Donc, pas plus, en tout cas pour les analyses que nous faisons, nous, sur nos produits. Est-ce que vous les analysez régulièrement ? Alors, on fait des campagnes d'analyse annuelles. Voilà. Donc, quand certains disent qu'on pouvait trouver jusqu'à 30 mg d'isoflavone dans un steak de soja, c'est possible ça ? Je veux bien voir le bulletin d'analyse qui correspond, puisque nos analyses, on les fait pas en interne, on les fait faire par des laboratoires extérieurs. On n'a jamais réussi à trouver ces teneurs-là en isoflavone dans nos steaks. Donc, je ne sais pas comment c'est possible, en tout cas pas sur nos produits. Pourtant, après vérification auprès d'un deuxième laboratoire indépendant, nous sommes arrivés au même résultat que Catherine Benetto-Pellicero. Plus de 30 mg d'isoflavone dans le steak de soja. Ces dernières analyses, Sojasun les a également contestées. Un seul conseil de bon sens, mieux vaut donc diversifier son alimentation. Problème de goût, doute sanitaire, le soja très utilisé en France ne serait donc pas l'alternative idéale à la viande. La solution pourrait venir d'autres plantes déjà très à la mode dans la patrie des nouvelles tendances.
la Californie. Dans les supermarchés de la côte ouest, à côté des saucisses et du bacon, on trouve des rayons entiers de viande végétale. Un Américain sur 3 en aurait déjà consommé. Dans la Silicon Valley, épicentre mondial des nouvelles technologies, les startups à la mode se consacrent désormais à la nourriture du futur, à la food tech, disent les Américains. Plusieurs fois par an, elles se réunissent pour partager leurs trouvailles, parfois farfelues. Sur ce salon à Palo Alto, des inventeurs de tout poil rivalisent d'imagination pour faire des économies d'énergie et pouvoir nourrir 9 milliards d'hommes. Donc là, on peut bouger le panneau en fonction de la position du soleil. Ça permet de varier la puissance. Dans mon cuiseur de tortilla, j'ai intégré une prise USB. Elle fonctionne à l'énergie solaire. Pense-t-il avoir fait la découverte du siècle? En tout cas, tous rêvent d'attirer de gros capitaux. Cet ingénieur y est parvenu. Il a levé plusieurs dizaines de millions d'euros il y a 2 ans. Les plus grands investisseurs, dont Bill Gates, ont misé sur sa découverte. Tim Gesslinger a osé s'attaquer au totem de la gastronomie américaine. Il a mis au point une réplique quasi parfaite du burger. On a vraiment trouvé la bonne texture. Et c'est bourré de protéines. Sa créature 100% végétale est en rayon aux États-Unis depuis début 2015. 2,50 € le steak. Et contrairement à l'original, il serait excellent pour la santé. Vous avez déjà goûté celui-là? Ça, c'est la bête. Il y a plus d'antioxydants que dans les myrtilles et le brocoli, plus de calcium que dans le lait, plus d'oméga que dans le saumon, et c'est pour ça qu'on l'appelle la bête. C'est une toute nouvelle sorte d'animal. C'est délicieux. Merci, c'est sympa. Ah, attention. T'es tombé sur un os. Tim Gesslinger a travaillé plus d'1 an et demi sur ce burger et a été sacré expert de la viande du futur par la Silicon Valley. C'est lui qui tient conférence lors du salon. Nous pensons qu'il y a une meilleure façon de nourrir la planète. Notre mission est de créer des solutions pour le marché de masse pour remplacer les protéines animales par des protéines végétales. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant. Avec ce burger, Tim n'en est pas à son coup d'essai. En 5 ans, sa société baptisée Beyond Meat, au-delà de la viande, a déjà sorti une quinzaine de produits. Ce hangar en briques rouges héberge ses cuisines, ou plutôt son laboratoire. Tim n'est pas cuisinier, mais biochimiste diplômé de Harvard. Il n'y a pas si longtemps, il faisait encore de la recherche sur le cancer et la malaria. Les commis de Beyond Meat, une équipe de scientifiques chevronnés. La cuisine du futur ne se concocte pas dans des casseroles, mais dans des tubes à essai. Parfois, le problème, c'est que les protéines ne réagissent pas exactement de la même façon. Certaines ont besoin d'un peu plus d'eau pour faire une émulsion. Elle essaye de voir comment, à petite échelle, les protéines se comportent. Comment elles interagissent avec les sucres, les lipides, avec tout ce qu'on pourrait trouver dans la viande. Sauf que là, on travaille avec des plantes. Contrairement à ses concurrents, Tim a décidé d'abandonner progressivement le soja, déjà une protéine du passé. Ça, c'est extrait du pois. Là-dedans, il y a 90% de protéines. Pas un seul type de protéines. Le pois en apporte tout un cocktail. Le pois est différent du soja, mais il a les mêmes caractéristiques nutritionnelles. Il a un profil intéressant et lui n'a pas mauvais goût. C'est tout le règne végétal que Tim et son équipe comptent explorer à la recherche de la moindre protéine exploitable. Ça, ce sont des protéines de betterave. Là, ce sont des protéines de piment. Là aussi, ce sont des protéines de piment
mais elles sont plus foncées. Et on étudie aussi les protéines d'algues. Ce sont des exemples. Elles ont soit un taux très élevé de protéines, soit un mélange de protéines et de fibres qui peuvent nous être utiles aussi. Entre nous, on s'appelle les chasseurs de protéines. Au lieu de sacrifier des animaux, on abat des arbres, armés de tronçonneuses. Dave Anderson est une star de la cuisine végétarienne outre-Atlantique. À la tête de plusieurs restaurants en Californie, il est chargé de donner un vernis gastronomique aux trouvailles de Beyond Meat. C'est lui qui met au point les recettes. Ce jour-là, il essaye de cuisiner une chair à saucisse, avec un étrange mélange d'amidon, d'arômes de viande et cerise sur le gâteau. Ça, c'est de l'huile de palme et ça, de l'huile de colza. Le consommateur veut que ce soit bien gras, comme de la saucisse. Mais c'est pas très bon pour la santé, l'huile de palme, ni très écologique, si. Ce produit est un peu limite là-dessus. Mais bon, c'est ce que veut le consommateur. Il se fiche du reste. Tenez, regardez ça. Si vous observez bien la façon dont ça cuit, vous verrez qu'on essaye de reproduire une cuisson de viande. Généralement, dans les burgers végétariens, vous n'avez pas ça. La graisse qui sort quand vous la cuisinez, cette bonne graisse-là. Quand vous mettez ça au barbecue, ça dégouline dans les braises et ça fait de grandes flammes qui donnent un petit parfum fumé. En fait, on cherche à reproduire tout ce qui se passe avec la viande. Pas juste le goût entre deux tranches de pain, mais aussi l'expérience de la grillade. Les États-Unis, inventeurs de la junk food, seraient-ils en train de nous plonger dans sa version végétarienne ? C'est pas mal. En tout cas, les investisseurs ont déjà anticipé le basculement. L'an dernier, ils ont placé plus de 200 millions d'euros dans le secteur. Ce fonds d'investissement est l'un des plus puissants de la région. Après avoir misé sur Facebook et Google, Randy Commissar, l'un des associés, a investi sans hésiter dans Beyond Meat. Ici, nous aimons investir dans de gros problèmes où on pense que la technologie peut changer les choses. Et nourrir la planète pose un énorme problème. Généralement, quand il y a beaucoup de problèmes, on peut gagner beaucoup d'argent. Mon espoir, c'est que ces entreprises vont convaincre plein de gens que ce n'est pas si compliqué de passer des protéines animales aux protéines végétales. Si ces entreprises y arrivent, ça va devenir des multinationales. Je suis sûr que ce marché des substituts de viande pèsera un jour plusieurs dizaines de milliards de dollars. D'ici combien de temps ? D'ici 10 ans. Pourquoi si vite ? Parce qu'il y a urgence. Il suffit de remonter 200 km au nord de Los Angeles pour s'en convaincre. D'abord, il y a l'odeur. Puis cette vision. Le long de l'autoroute, la plus grande ferme d'élevage intensif de la côte ouest. À perte de vue, près de 100 000 vaches qui finiront en plats préparés ou en burgers. C'est l'alimentation de ces animaux qui pompe les ressources. Pour produire un steak de bœuf de 100 grammes, il faut en moyenne 1500 litres d'eau et 1,5 kg de protéines. Pour un steak végétal, comptez seulement 180 litres d'eau et 30 grammes de protéines. Si l'élevage intensif disparaissait et que les ressources agricoles étaient réservées à l'alimentation humaine, la Terre pourrait nourrir jusqu'à 27 milliards d'hommes. Elle n'en prend pas le chemin, loin s'en faut. Car pour faire grossir ces animaux, l'herbe et le foin ne suffisent plus. Ici comme ailleurs dans le monde, le bétail est nourri au soja transgénique. Aux États-Unis, il est produit localement. En Europe, il est importé d'Amérique du Sud. 40 millions de tonnes de soja OGM ont traversé l'Atlantique l'an dernier pour nourrir le bétail européen. Avec quelles conséquences dans les pays producteurs ?
Le Paraguay est l'un des principaux pourvoyeurs mondiaux de soja OGM. 90% des terres cultivables lui sont consacrées. Pour évaluer l'impact de cette monoculture, il faut d'abord prendre un peu de hauteur. C'est Perla Alvarez, membre d'une association de défense des droits des paysans, qui nous emmène. Cette fille et petite-fille d'agriculteur veut nous montrer à quel point son pays s'est transformé à cause du soja transgénique. Si nous avions survolé cette région il y a 10 ou 15 ans, on n'aurait vu que des forêts. Maintenant, on voit une vraie fracture entre la forêt qui disparaît et les champs de soja. Et c'est à cause de ces grandes exploitations que tous nos animaux sont en train de disparaître. Avant, il y avait plein d'oiseaux ici. On ne les voit plus maintenant. Et les plantes médicinales, c'est pareil. Il faut aller très loin pour en trouver. Le Paraguay est devenu l'un des champions de la déforestation. En 10 ans, il a perdu 2,5 millions d'hectares de forêt. Ça me rend tellement triste de voir que notre terre est désormais dédiée au soja. Alors que le soja, nous, on n'en mange pas. Tout est exporté vers l'Europe. Sans que nous le soupçonnions, notre consommation de viande encourage une agriculture dévastatrice au bout du monde. Au sol, l'impact est encore plus dramatique. Depuis quelques semaines, une dizaine de familles s'est installée sur ce terrain, près de la frontière brésilienne. Bientôt, ils vont planter et ils espèrent consommer les fruits de leur récolte. On va faire un potager pour la communauté. Ça sera pour tout le monde. On a bon espoir que ça donne des fruits assez rapidement. On va planter des salades, des oignons, des tomates, tout ce qu'il faut pour faire des tortillas. Cette terre, Alberto Paredes et ses amis ne la possèdent pas. Ils l'occupent illégalement. Comment veux-tu qu'on achète des terres ? C'est impossible avec le prix qu'ils demandent. Non, elles sont vendues beaucoup trop cher pour nous. Les producteurs de soja achètent les meilleurs champs et après il ne nous reste plus rien. Donc la seule solution, c'est de les occuper pour qu'elles soient redistribuées et qu'on gagne enfin notre vie. Où que vous regardiez ici, on est cerné par les champs de soja. Les grands propriétaires sont partout. Là-bas, c'est la compagnie Paraguaya. Et par ici, c'est la famille Riquelme. En cultivant illégalement ce terrain, Alberto sait qu'il risque la mort. Il y a 3 ans, il a déjà occupé les lieux. L'opération s'est terminée dans un bain de sang. Un matin, on s'est réveillé cerné par la police. On pensait qu'on allait négocier. Je me souviens, il y avait un hélicoptère qui n'arrêtait pas de tourner au-dessus de nos têtes. Et tout à coup, il y a eu une fusillade. Les policiers filment leur intervention. Moi, je suis parti en courant. J'étais là-bas. Je me suis caché derrière un arbre et j'entendais mon fils hurler.
Il s'est retrouvé pile dans l'axe d'un sniper. Il s'est pris une balle en pleine tête. Elle est ressortie par la bouche. C'était horrible. Mon autre fils, ils lui ont tiré dans les 2 jambes. Il s'est vidé de son sang, sans que je puisse rien faire. Alberto perd ses 2 fils. 11 paysans et 7 policiers sont tués. C'est très dur d'avoir perdu mes enfants, mais je veux continuer la lutte pour mes petits-enfants. Je n'ai pas peur. Sa colère, Alberto aura bientôt l'occasion de l'exprimer devant un tribunal. Dans quelques jours, se tient le procès de ceux qui ont participé à ces affrontements. En attendant, la production de soja OGM continue de plus belle. Il faut nourrir le bétail européen à n'importe quel prix. Et quand après les hommes, les mauvaises herbes tentent de résister au soja OGM, elles sont brûlées à coups de produits chimiques. Pour mesurer l'autre effet domino de notre consommation de viande, il faut se rendre à l'hôpital d'Asunción, la capitale. Stella Benitez, pédiatre, y voit défiler de plus en plus de paysans venus des régions agricoles. Tous présentent les mêmes problèmes respiratoires. N'aie pas peur. Je vais écouter ton cœur. Et maintenant, je vais écouter tes poumons. Maintenant, prenez-le. Je vais continuer à l'ausculter. Ne vous inquiétez pas, ces bronches ne sifflent pas. À chaque fois, elle tient à ses patients le même discours. Vous savez ce que ça peut faire, les pesticides ? Vous pouvez avoir des problèmes pour respirer, des convulsions. Vous pouvez étouffer. Et surtout, ça peut être très dangereux pour les femmes enceintes. Car cela peut avoir de graves répercussions sur leurs enfants. Quand il y a des épandages dans les champs, il faut faire très attention. Stella Benitez est l'un des rares médecins au Paraguay à alerter sur les dangers des pesticides utilisés pour le soja transgénique. Il y a 5 ans, elle a réalisé une étude sur les nouveau-nés d'un hôpital situé au cœur d'une région agricole. Ce qu'on a découvert, c'est que si on vit à moins d'1 kilomètre d'un champ, les enfants ont 2 fois plus de risques de développer des malformations. Cela va de malformations très légères à des malformations très graves, voire mortelles. Là, par exemple, tout le cerveau est sorti de la tête. Il y a aussi beaucoup de cas d'enfants anencéphalites. Ils n'ont pas de cerveau. Je suis vraiment très inquiète de voir que l'État ne fait rien. Il ne protège pas la population. Il n'a pas conscience qu'il faut protéger nos générations futures. Un État, dit-elle, qui méprise la santé de ses enfants au profit des exportations. Aujourd'hui, au palais de justice d'Asunción, s'ouvre le procès plusieurs fois reporté, qu'Alberto attend depuis 3 ans. Le paysan qui a perdu ses 2 enfants va témoigner pour défendre ceux qui ont affronté la police. Toute la presse du pays a fait le déplacement. Les débats ne sont pas encore ouverts, que le procureur donne déjà le ton. Le terrain qu'ils occupaient ne leur appartenait pas. Je vais vous dire une chose. On était obligé d'intervenir pour les déloger, car ils n'avaient pas à être là.
Dans le box des accusés, les paysans, à qui ils reprochent d'avoir occupé illégalement ces terres et d'avoir tué des policiers. Alberto ne peut s'empêcher de crier haut et fort ce qu'il a sur le cœur depuis 3 ans. La justice, vous êtes toujours du côté des puissants. Pour les pauvres, il n'y a rien. Comment ça peut arriver, des choses pareilles? À qui je dois demander des terres maintenant? À l'Argentine? Au Brésil? Moi, je suis d'ici, de la terre rouge de ce pays. Et juste parce que j'ai réclamé une terre, mes 2 enfants ont été tués. 11 paysans sont morts. Et maintenant, c'est nous qui sommes dans le box des accusés. Tout le monde ici reconnaît que les autorités ont toujours été du côté des grands producteurs qui contrôlent les exportations de soja. Asseyez-vous. L'audience va commencer. On nous demande de sortir, le procès se déroulera à huis clos. Malheureusement, avec toute la corruption qu'il y a dans notre pays, le système a toujours été très injuste. On a toujours donné beaucoup de terres aux plus riches et très peu aux plus pauvres. Ce problème de corruption dure depuis des années. Et aujourd'hui, on essaye de s'en sortir. Violence, conflits sociaux et problèmes sanitaires, autant d'effets indirects de la surconsommation de viande, notamment européenne. La France a importé 3 millions de tonnes de ce soja transgénique l'an dernier. Il est réservé à l'alimentation animale. Les steaks de soja et autres nuggets sans viande sont pour la plupart produits avec du soja non OGM. Alors pour sauver la planète, faut-il généraliser leur consommation? Agathe, au 12, n'est pas de cet avis. Elle vient d'ouvrir son 5e restaurant en 3 ans. Des restaurants végétariens, mais sur la façade, rien ne l'indique. C'est l'astuce marketing. Agathe vise un public plus large que les puristes. Salut. Salut Agathe. Ça va? Ça va bien? Salut. Salut Antonio. Tu fais quoi pour midi? Qu'est-ce que tu as comme entrée, comme plat? Ici, on a une soupe de betterave en paprika, en base de lait de riz. À la carte, il y a aussi le risotto crémeux aux courgettes, le croustillant de quinoa et millet, sans oublier les grandes salades colorées qui changent tous les jours. Sous toutes leurs formes, les végétaux ici reprennent leurs droits. Ils se marient parfois dans des cocktails improbables. Mais attention ici, pas de steak de soja ou d'escalopes de pois, que des produits frais, bio et cuisinés maison. Nous proposons malgré tout à Agathe de découvrir les fausses viandes industrielles. Donc là, de la viande hachée végétarienne, des filets de poulet végétariens et des nuggets végétariens, donc qui ne contiennent pas de viande. Et le steak de soja. Et le steak de soja. Je ne suis pas fanat de la philosophie d'avoir des produits très transformés, qui sont un peu morts, qui ne sont pas vraiment vivants, et qui gustativement vont avoir le seul intérêt que de rappeler, parce qu'il y a potentiellement des arômes, il y a des arômes qui rappellent l'arôme de la viande. Certes, pour les gens qui en consomment, c'est sûr que ça permet de diminuer la consommation de protéines animales, donc c'est effectivement bon pour la planète. Après, il y a peut-être un juste équilibre à trouver entre l'impact qu'on peut avoir sur la planète et l'impact qu'on peut avoir pour nous, pour notre propre santé, et le plaisir qu'on peut éprouver à manger, parce qu'on mange quand même 3 fois par jour, ou 3 ou 4 fois par jour. Donc, Selon elle, il faut surtout commencer par se défaire de cette obsession pour la viande, vraie ou fausse. En fait, c'est très récent dans l'histoire de l'humanité de manger des protéines animales au centre de notre assiette. Ça a une 60aine d'années, et dans le reste du monde, et c'est très occidental, dans le reste du monde, vous mangez essentiellement des végétaux. La vraie alternative, dit-elle, il faut la chercher dans la nature ou chez le primeur. Agathe s'approvisionne à Rungis, le célèbre marché des grossistes. Le bio y connaît un tel succès qu'il y aura bientôt son pavillon réservé sur 6000 mètres carrés. Ici, Agathe et son associé trouvent largement de quoi composer des menus 100% végétariens et assez riches en protéines. Alex, t'as vu les petits poivrons noirs? J'en ai vu tout à l'heure, ouais. C'est super beau, attends, c'est hyper beau. Magnifique. Il y a plus de légumes qu'on croit. Ben ouais, c'est ça qui est génial avec la cuisine végétale, c'est qu'on peut vraiment, il y a une quantité de couleurs
quantité de goût, d'arôme, c'est incroyable. Voilà, le fameux kale. Il est très très beau. Ça c'est du kale, c'est le chou kale. Enfin, en fait c'est du chou vert frisé qui n'est pas paumé, donc qui est en tige. Et en fait avec le kale, vous pouvez avoir un accès à énormément de nutriments, de minéraux. Donc c'est plein de fer, c'est plein de calcium, c'est plein de vitamine C, c'est plein d'antioxydants. Donc c'est vrai que ça fait partie des quelques produits qui sont un peu la panacée, notamment pour les gens qui mangent végétalien, parce que vous avez accès en un légume, en une quantité de micronutriments et de macronutriments qui est super intéressante. Ces plantes et légumes très riches en nutriments, que l'on appelle les super-aliments, la nature en regorge. En consommer permet de se passer totalement de viande. Si on prend des produits animaux, ça doit être juste la cerise sur le gâteau. Et de toute façon, c'est un tel coût économique, écologique. De toute façon, on ne peut pas manger de la viande au cœur de notre assiette à chaque repas. C'est pas faire la viande, tous les types de produits d'origine animale. C'est impossible, impossible. C'est bon, quoi. Mais se passer de viande impose de choisir soigneusement ces légumes et de garder un œil sur leurs apports nutritionnels. Et après tout, même ces végétaux consomment des ressources. Il faut les cultiver, les transporter, les conserver. Alors pour sauver la planète, ne faut-il pas réinventer toute notre alimentation ? Une carotte, ou un navet, etc., c'est fait de composés qui sont assemblés d'une certaine façon. Mais si on prend les mêmes composés, on peut les assembler d'une autre façon. Cette idée fait son chemin, en tout cas dans le cerveau créatif de ce chercheur de recettes. Tout oublié, hein. Ça déborde, ça déborde. Un soufflé en 12 secondes. Hervé Thys est physico-chimiste. Ne vous fiez pas à ses airs de savant fou, c'est une sommité en matière de recherche gastronomique. Il a inventé la cuisine moléculaire à la fin des années 80. Les plus grands chefs du monde comme Pierre Gagnère et l'Espagnol Ferran Adrià du restaurant multi-étoilé El Bulli s'inspirent de ses travaux. Il enchaîne les conférences et des passionnés se déplacent des 4 coins de la France pour venir l'écouter. Dans son laboratoire de l'INRA, Hervé Thys veut révolutionner notre façon de manger. Tiens, celui-là, c'est rigolo, ça c'est très bon, ça c'est de l'acide tartrique. L'acide tartrique, en gros, c'est l'acide qui se trouve au fond des bouteilles de vin. Alors c'est un truc génial, ça a une espèce d'acidité extraordinaire, moi j'adore. C'est comme les bonbons. Ça, c'est l'alginate de sodium. Ce qu'il cuisine, ce sont les composés purs, extraits d'éléments naturels ou synthétiques. Ça sert à... Vous voyez les œufs de saumon, ou le caviar, c'est extra. Il y a une résistance sous la bouche, d'un coup, platch, ça casse et ça libère le jus, qui est un jus salé, qui a du goût. Avec ça, on peut faire comme des œufs de saumon, mais au jus d'orange, au jus de pomme, au jus de banane, ce que vous voulez. Enfin bref. Pour faire des économies d'énergie, il propose de tout déshydrater. Les protéines, vous voyez, celles-là, elles sont parfaitement stables parce qu'elles sont débarrassées de leur eau. Alors ça a des avantages, c'est que d'une part, c'est stable. Ça veut dire que ça ne pourrit pas ? Ça ne pourrit pas. Ensuite, quand je les amène à Paris, je ne suis pas en train d'amener des légumes pleins de flotte. Par exemple, un 10 tonnes de tomates peut se réduire à 500 kilos. Ça tient sur une moto. Regardez Paris le matin sur les embouteillages sur le périph'. Il y a des camions qui amènent à manger pour tout Paris. J'avais calculé qu'il fallait 10 000 camions par jour qui rentraient dans Paris et qui sortaient dans Paris. Voilà, plus de problème. Et avec ces poudres impérissables, finit aussi le problème du gaspillage alimentaire. Par exemple, ici, j'ai des œufs. Bon, ces œufs, ils n'ont pas été stockés au froid. Le froid, ça coûte de l'énergie. Hein. Et ils sont plus bons à rien. On pourrait peut-être en ouvrir un, on va voir ce qu'il y a dedans, j'en sais rien. Voilà. Voilà ce que donne un œuf quand on le laisse trop longtemps. Ça, c'est du gaspillage. Avec tous ces composés en bocaux, à quoi va ressembler l'assiette de demain cuisinée par Hervé Thys ? Il a déjà inventé quelques recettes. Il appelle ça la cuisine note à note. Bon, alors on va faire comme une reconstitution de viande, en quelque sorte. Une espèce de photocopie de viande. Hein.
Donc dans la viande, on a à peu près 50% de protéines, 50% d'eau. C'est pas tout à fait exact, mais c'est l'ordre de grandeur. Vous voyez, j'ai pris 2 cuillerées, donc je vais prendre 2 cuillerées. Des protéines végétales, de l'eau, voilà l'essentiel. Et pour donner un peu de consistance, de la gélatine, du glucose et de l'huile. Si on veut faire mieux que ça c'est facile à faire. Maintenant, la viande, elle a du goût. Alors, du goût. Voilà. C'est ça que je cherchais. Alors celui-là, j'adore ça. Ça a une odeur absolument géniale de champignons. Donc on va faire une sorte de viande aux champignons, quoi. Mais le champignon dans la viande. Ou plutôt de l'extrait de champignons. Après quelques minutes de cuisson, voilà à quoi ressemble le steak du futur. Il y a l'odeur du grillé aussi, enfin de la protéine grillée. C'est bon ? Oui, parce que... Alors, il y a de la saveur, il y a de la consistance en bouche, il y a de la consistance en texture. C'est une action politique. Bon, je n'ai rien à vendre. Je serai mort en 2050. Mais ma question, c'est qu'est-ce que mes enfants ils vont manger ? Qu'est-ce que vous allez manger en 2050 ? Aujourd'hui, l'Inde et la Chine se mettent à consommer de la viande. Ils n'en mangeaient pas beaucoup. Il y a une demande croissante, ça va coûter cher. Donc il faut se préparer à... Qui va pouvoir manger la viande de demain ? C'est une question d'argent aussi, c'est une question économique. Donc moi je dis, la cuisine Note à Note a beaucoup d'intérêt, elle pose des questions, il faut étudier tout ça, en vue d'être prêt pour que vous ayez à manger en 2050. Les détracteurs d'Hervé Tisse affirment que les Français sont trop attachés à la gastronomie pour se convertir aux poudres et transformer leur cuisine en laboratoire. Malgré l'écho lointain de la déforestation et l'arrière-goût amer de cette viande au soja OGM, le consommateur, disent les plus sceptiques, n'est pas prêt à changer ses habitudes alimentaires. Mais à force d'épuiser la terre, aurons-nous vraiment le choix ?